Le jour où Andrew fit glisser la procuration sur ma table à manger en acajou, je compris que mon fils me prenait pour une idiote. Ses doigts tapotaient la surface, autrefois témoin de banquets accueillant des chefs d'État. Et maintenant, mon propre fils l'utilisait pour mettre en scène un coup d'État discret. Ce n'est qu'une précaution, maman. Tu as 70 ans. Tu ne devrais plus avoir à prendre toutes ces décisions. Je jetai un regard aux documents empilés. Procuration pour les biens, autorisation d'assurance et procuration boursière. Ces décisions auront-elles un impact sur mes comptes ? Demandai-je doucement, caressant le bord du parchemin. Exactement, répondit-il avec un ton rassurant. Papa voulait que tu aides maman, que tu prennes soin d'elle. Si George avait encore été là, il aurait mis Andrew à la porte avant même qu'il ne finisse sa phrase. Mon mari avait bâti Whitmore Technologies à partir d'un simple garage pour en faire une entreprise mondiale. Et maintenant, cette même société était en train de déchirer notre famille. Je regardai Andrew et souris. Bien sûr, mon chéri, c'est très attentionné de ta part. Je pris le stylo et signai avec grandeur. Il poussa un soupir de soulagement, rassembla rapidement les documents et les glissa dans sa mallette en cuir italien, comme un magicien dissimulant un tour. Mais ce qu'il ne savait pas, ce à quoi il n'avait jamais pensé, c'est que je savais tout cela depuis des mois. Depuis le jour où je l'avais surpris en train de fouiller dans les dossiers de mon bureau privé, prétendant chercher une vieille photo de George, je savais. Il n'avait même pas remarqué le léger déplacement de la caméra sur l'étagère. Mais moi, si. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me préparer. Ce soir-là, j'ai ouvert le tiroir ignifuge, intégré au fond du bureau de George. J'en ai sorti un journal relié en cuir brun et j'ai caressé les initiales en relief sur la couverture. G.R.W. George Reginald Whitmore. Fondateur, ingénieur, stratège, et le seul homme à qui j'ai jamais confié toute ma vérité. Le journal contenait les coordonnées de comptes de secours, des fiducies d'investissement cachés et des protocoles qu'il avait élaborés au cas où, Dieu nous en garde, quelque chose arriverait. Mais ce n'étaient pas les chiffres que je cherchais cette nuit-là. C'étaient ces mots. Un système, aussi avancé soit-il, n'est jamais plus sûr que la confiance entre les personnes qui l'ont construit. Si cette confiance s'effondre, ne répare pas, remplace. Georges croyait toujours aux remises à zéro radical. Moi, je croyais en la patience. Et aujourd'hui, j'allais utiliser les deux. Le lendemain matin, le domaine était silencieux. Seuls les doux bourdonnements des colibris aux fenêtres du solarium me rappelaient que la vie continuait, même quand la trahison planait dans l'air. J'ai pris mon café dans le jardin, comme je le faisais toujours. Je portais les mêmes boucles d'oreilles en jade que Georges m'avait offertes après que notre première acquisition soit devenue publique en 1989. Il disait qu'elle me rendait dangereuse et divine. Ma sœur Wilhelmina, Mina pour la plupart des gens, m'a appelé à 9h03 précises. « Il l'a fait » demanda-t-elle sans préambule. « Il l'a fait » répondis-je simplement. « Et » j'ai signé. « Tu as quoi » Je souris. C'était la seule façon de le rassurer. Mina marqua une pause. « Tu joues sur le long terme. »« Toujours. » Elle éclata de rire. « George serait fier. Il n'a jamais fait confiance à ce garçon avec les clés. »« Je fais confiance à Andrew, » dis-je lentement, à agir exactement comme je m'y attends. Plus tard cet après-midi-là, la sonnette retentit. « Madame Whitmore ?» demanda une jeune femme, la voix douce mais précise. Elle portait un manteau bleu marine, des chaussures plates et pratiques, et tenait une seule valise à la main. « Je suis Emma Gigan-Chen. Monsieur Whitmore a arrangé ma venue pour vous assister. »« Bien sûr qu'il l'a fait, » murmurai-je. Elle était peut-être plus jeune que ce à quoi je m'attendais. Dans la trentaine, avec des yeux perçants qui observaient plus qu'ils ne révélaient. Pas une trace de parfum. Aucun geste superflu. Elle n'était pas là simplement pour le thé ou pour me rappeler mes pilules. C'était évident. Je souris néanmoins. « Entrez, mademoiselle Chen. Bienvenue à Ravenhurst. » Je l'ai guidée à travers le long couloir, reliant le vestibule à l'aile est,
chaque pas résonnant doucement sur les parquets en chevron que Georges et moi avions restaurés à la main dans les années 80. Elle se déplaçait comme de l'eau, fluide, mesurée et impossible à lire. C'était autrefois l'aile des invités, dis-je d'un ton léger. Mais dernièrement, c'est devenu un logement de transition pour les personnes que mon fils juge essentielles à mon bien-être. Je vois, répondit-elle simplement. Je lui fis un geste vers le bout du couloir. Votre suite est là-bas. Elle dispose de son propre salon et de sa salle de bain. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Du thé, peut-être ? Elle offrit un sourire poli. Merci, mais j'ai apporté mon propre mélange de feuilles, des herbes apaisantes. Évidemment. Au fil des jours, une routine s'installa. Imogen se levait tôt, plus tôt que n'importe quelle infirmière que j'avais connue, et se rendait présente sans jamais être intrusive. Elle posait des questions douces, cliniques, sur mon sommeil, mon appétit, mon emploi du temps médicamenteux. Elle prenait des notes discrètement, toujours dans le même carnet relié en cuir, qu'elle ne quittait jamais des yeux. Ses questions étaient appropriées, son ton respectueux. Et pourtant, je ne pouvais me défaire de l'impression d'être observé, évalué. J'ai commencé à tendre des pièges. « Auriez-vous vu la montre de mon père ?» demandai-je un matin, en fronçant les sourcils d'un air dramatique. « Celle en or, avec la gravure ?» Je l'ai égarée. Imogen s'arrêta. « Vous souvenez-vous de l'endroit où vous l'avez vue pour la dernière fois ?» Je pensais l'avoir laissée dans mon bureau, mais elle n'y était pas hier. Je vais la chercher, évidemment qu'elle le ferait. Et elle l'a fait, méthodiquement, avec précision. Elle a fouillé mes tiroirs, ma table de chevet, même le placard à linge. Elle n'a jamais demandé pourquoi j'aurais mis une montre là, et elle ne l'a jamais trouvée, car elle n'avait jamais disparu. Elle était exactement là où elle avait toujours été, dans le coffre. Le lendemain, Andrew appela. « Maman, Imogen m'a dit que tu étais inquiète à propos d'un héritage disparu. Tu te sens désorientée ?» Je laissai échapper un petit rire embarrassé. « Oh mon Dieu !»« Oui. » Quelle étourderie ! Je l'ai retrouvé coincé entre quelques vieux livres. J'ai bien peur que l'âge commence à me rattraper. Andrew n'hésita pas une seconde. « Nous devrions augmenter ta surveillance, par précaution. » Je souris dans le combiné. « Bien sûr, chérie. Tout ce qui peut te rassurer. » Le jeudi suivant, je proposai une sortie. « J'aimerais me rendre chez Whitby's, » dis-je à Imogen pendant le petit déjeuner. « La librairie. Tu lis, n'est-ce pas ?»« Tous les jours, » répondit-elle sans pause. « Alors nous ferons de cette matinée une petite escapade. » Elle conduisait d'une manière trop fluide. Sa posture, ses deux mains sur le volant, sa façon de vérifier les rétroviseurs à intervalles réguliers, bien trop précises pour une simple infirmière. « Tu as suivi une formation de conduite défensive ?» demandai-je, d'un ton léger, alors que nous longions la route côtière. Elle ne sia pas. « J'ai grandi avec des frères qui faisaient des courses illégales. Mauvaise influence. » « Les mauvaises habitudes forgent souvent les meilleurs réflexes, » répondis-je en regardant droit devant. Elle ne répondit rien. Whitby's était un bijou, un de ces endroits avec un plancher de bois craqué et une clochette à l'entrée. Je connaissais le propriétaire, Paul, depuis longtemps, bien avant que les cheveux gris ne viennent lui parsemer la barbe. Il m'accueillit avec chaleur, m'apportant immédiatement ma commande habituelle. Thé à la cannelle et 3 romans policiers impossibles à résoudre. Tandis qu'il s'affairait, je tournais doucement la tête pour observer Imogen du coin de l'œil. Elle ne lisait pas. Elle cartographiait la pièce, porte, issue, angle de vue. Ses yeux glissèrent sur le panneau d'alarme incendie, le verrou de la fenêtre arrière, puis revinrent à moi comme si de rien n'était. Je laissai exprès mon sac à main sur le comptoir. Nous étions à mi-chemin de la voiture quand je laissai échapper un cri théâtral. « Mon sac ! Mon Dieu, je pense l'avoir laissé à l'intérieur. »« Je vais le chercher, » dit-elle, déjà en train de faire demi-tour. Dès qu'elle disparut dans la boutique, je sortis un téléphone prépayé de la poche de mon manteau,
tapait un seul message à Luciane et détruisit la carte SIM d'un geste. Surveillance, accéléré Zurich, 72 hours. Imogen revint quelques secondes plus tard, le sac à la main. Son visage ne trahissait rien, mais ses yeux savaient. Ce soir-là, alors que je lisais dans le solarium, elle m'apporta du thé. Sans plateau, sans serviette, sans fioriture. Juste 2 mains, stables et polies. « Votre fils a appelé, » dit-elle en posant la tasse sur la table d'appoint. « Oh » Il voulait des nouvelles. « Et que lui avez-vous dit ?»« Que vos signes vitaux sont normaux, que vous dormez toute la nuit, que vous aviez égaré un héritage, mais que vous l'aviez retrouvé, que vous êtes sorti brièvement à la librairie. Efficace, dis-je, et factuel. Je ne spécule pas, dit-elle, et pour la première fois, une ombre d'émotion traversa son visage. Ce n'était pas de la chaleur, c'était de la retenue. Plus tard cette nuit-là, je me tenais devant la porte de sa suite. Je ne frappais pas, je n'en avais pas besoin. La porte était entr'ouverte d'1 centimètre, et un filet de lumière chaude se répandait sur le tapis du couloir. À l'intérieur, Imogen était assise, dans un fauteuil en cuir, parfaitement habillée, un livre à la main, sans titre visible. Sans lever les yeux, elle dit « Insomnie ? Je pense qu'il est temps que nous parlions franchement. » Elle referma le livre, lentement. « Et quel genre de franchise recherchez-vous, Madame Whitmore ? Commençons par la vérité. Pour qui travaillez-vous réellement ? » Silence. Puis, « Techniquement, je suis employé par Whitmore Holdings. » Je ne vous ai pas demandé la version technique. Elle me dévisagea un long moment, puis glissa une petite carte sur la table entre nous. Interpol. Division des crimes financiers. Ce n'est pas à cause de vous, dit-elle. C'est à cause de votre fils. Je m'assis face à elle, réajustant ma robe de chambre avec lenteur. Donc, tout cela, c'était de la surveillance ? Oui. Et moi ? Vous n'étiez pas la cible principale. Vous étiez le point d'accès. Vous rapportez encore à lui ? Ses yeux tressaillirent. Non. Pourquoi ? Parce qu'il m'a menti. Sur votre état, sur l'entreprise, sur ce qu'il comptait faire, de ce qu'il avait volé. Et maintenant, vous me croyez ? Elle n'hésita pas. Je crois que vous n'êtes pas confuse, et cela vous rend dangereuse, ce qui signifie que je devrais être prudente. Mais cela signifie aussi que vous pourriez survivre à tout ça. Pourquoi me le dire ? Parce que je veux voir comment cette histoire se termine. Je souris faiblement. Moi aussi. Le lendemain matin, l'invitation arriva à exactement 9 heures, remise en main propre, par un coursier vêtu d'un blazer bleu marine et de gants blancs. Ses chaussures brillaient comme un miroir, le genre de détail qu'on ne remarque que lorsqu'on a vécu assez longtemps pour comprendre le vrai pouvoir du silence. L'enveloppe était épaisse, ivoire, gaufrée du sceau du Conseil international des femmes dans la technologie, une organisation que je n'avais pas revue depuis 20 ans. À l'intérieur, un prix pour l'ensemble de la carrière, Genève, jeudi prochain, cérémonie formelle, couverture médiatique prévue, un communiqué de presse accompagnait la lettre, déjà distribuée à certains médias internationaux. Ma photo y figurait, encadrée de mots comme visionnaire, pionnière et éclaireuse. C'était trop parfait, trop bien synchronisé, ce qui était précisément l'objectif. Je déposai l'enveloppe sur la table d'entrée, soigneusement inclinée, et j'attendis. Andrew arriva cet après-midi-là, exactement comme je l'avais prévu. Il franchit les portes doubles comme s'il possédait encore les lieux, malgré le fait qu'il m'ait offert une retraite gracieuse une semaine auparavant. Ses yeux tombèrent immédiatement sur l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en la saisissant. « Oh, juste un petit honneur » répondis-je d'un ton sucré. Apparemment, le monde a décidé que je n'étais pas complètement obsolète. « La semaine prochaine »
fit-il en fronçant les sourcils. Tu as été invité à Genève ? Pour recevoir un prix, dis-je, comme si je m'adressais à un enfant. Je sais, c'est terriblement gênant d'être célébré à mon âge. Sa mâchoire se crispa. Tu es censé passer une évaluation cognitive mardi prochain. Je vais la reporter, dis-je d'un ton léger. Cette opportunité est importante. Et publique. Il ne répondit pas pendant plusieurs secondes. Puis, avec un calme maîtrisé. Tu ne voyageras pas seul. Bien sûr que non, acquiesçai-je. Imogen m'accompagnera. Ses yeux se plissèrent. Je lui fais confiance, ajoutai-je. Elle s'est montrée très attentive et discrète. Cela sembla le satisfaire à peine. Tu voyageras en première classe avec Swissair, je vais tout organiser. Ravissant, dis-je. Tu es si attentionné. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mes valises étaient déjà à moitié prêtes. Mes réservations privées avaient été faites discrètement, au nom de Mina, dans un autre hôtel. Un transfert en hélicoptère pour Montreux, et une mallette verrouillée contenant des documents qui n'avaient là pas vu la lumière du jour depuis 2 décennies. Alors que je refermais ma valise, ce soir-là, je jetai un œil vers Imogen, qui se tenait près de la porte, les bras croisés. « Tu sembles remarquablement calme, dit-elle. À mon âge, répondis-je, en pliant un foulard en soie, on apprend à reconnaître quand les enjeux valent pas le risque. Même avec Zacharie qui surveille ? Surtout avec Zacharie qui surveille. Le lendemain matin, il insista pour nous conduire lui-même à l'aéroport. Il rôda pendant l'enregistrement, donna des instructions précises au chauffeur, vérifia même 2 fois les étiquettes de bagages. Je hochai la tête, je souris, le laissant croire qu'il contrôlait la situation. L'illusion était nécessaire. À la porte de sécurité, il m'attrapa le coude. « Appelle-moi quand tu atterris. »« Bien sûr, mon chéri, si je trouve mon téléphone. » Ses yeux tressaillirent. « Tu n'es pas aussi drôle que tu le crois. »« Non, » dis-je doucement. « Je suis bien plus drôle. » Il nous regarda passer le contrôle jusqu'à ce que nous disparaissions dans le terminal. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'expirai lentement. La première classe était calme. Siège en cuir, champagne avant le décollage, serviette pliée avec une précision militaire. Je sirotais lentement alors que l'avion roulait sur la piste. « Vous célébrez quelque chose ?» demanda l'hôtesse. Je souris. Toujours. Imogen était assise à côté de moi, silencieuse, en état de veille. Elle refusa toute boisson. Quand nous fûmes en l'air, elle parla enfin. « Pourquoi allez-vous vraiment à Genève ?»« Pour être honorée. » Essayez encore. Je regardais par la fenêtre. Les nuages ressemblaient à des souvenirs, doux, trompeurs. Pour reprendre ce qui m'appartient. Nous atterrîmes à l'heure. Dès que nous sortîmes de la passerelle, je le vis immédiatement. Grand, les épaules carrées, une oreillette discrète derrière l'oreille. L'homme de Zacharie. « Madame Whitmore, dit-il, j'ai pour instruction de vous escorter directement à votre hôtel. »« Bien sûr, répondis-je, mais d'abord un petit détour par les toilettes, une femme de mon âge. » Il hésita, regarda Imogen. Elle hocha la tête. « Je l'accompagnerai. » Il ne nous suivit pas. À l'intérieur, je me tournai vers Imogen. Dans 90 secondes, un agent de sécurité de l'aéroport va commencer à poser à cet homme des questions très embarrassantes. Elle haussa un sourcil. « Pourquoi m'aiderez-vous à l'éviter ?»« Parce que malgré votre formation, dis-je, en m'approchant de la porte de maintenance, vous êtes curieuse, et parce que vous savez qu'il n'est pas là pour me protéger, il est là pour rapporter. » Un léger coup sur la porte extérieure, puis une conversation étouffée. « Par ici, dis-je, en ouvrant l'accès de service. » Elle me suivit. Le couloir technique était stérile et faiblement éclairé. Nous avancions rapidement, émergeant dans le terminal d'aviation privée où un hélicoptère nous attendait, les pales déjà en rotation. « Transport privé ?» demanda-t-elle en haussant la voix par-dessus le vacarme.
Cadeau d'un vieil ami. Elle monta après moi, toujours silencieuse. Alors que nous décollions, je vis l'homme de Zacharie surgir des portes du tarmac, téléphone à la main, la panique sur le visage. Trop tard. « C'est magnifique, murmura-t-elle. »« Oui, dis-je. » Et en dessous, très bien caché. Elle se tourna vers moi. « Les comptes suisses ?» Je souris simplement. Lucien nous attendait à l'héliport. À 75 ans, il bougeait comme un homme de 30, regard perçant, costume gris parfaitement taillé et l'assurance tranquille de celui qui n'oublie jamais un seul chiffre. « Théa », dit-il chaleureusement en m'embrassant les deux joues. « Il est temps. »« Oui, répondis-je en lui prenant le bras. »« Commençons. » Nous traversâmes en silence les rues sinueuses de Montreux. Ima Jigen était assise en face de moi dans la Bentley, observant chaque mouvement, chaque bâtiment, chaque tournant. Enfin, elle prit la parole. « Votre fils pense que vous êtes ici pour recevoir un prix. Il pense beaucoup de choses. Et s'il découvre la vérité ?» Je la regardai droit dans les yeux. « Alors il apprendra une leçon que j'aurais dû lui enseigner il y a des années. Ne sous-estime jamais sa mère. Les murs de Bon Helvétique privé ne brillaient pas. Ils ne scintillaient pas. Ce n'était pas dans la manière suisse. L'argent ancien, le vrai, n'a jamais besoin de se faire remarquer. Nous avons franchi 3 niveaux de sécurité avant d'entrer dans une salle de conférence privée, table en noyer poli, rideaux de velours, silence si profond que je pouvais entendre ma propre respiration. Luciane me tendit un portfolio en cuir. À l'intérieur, certificat, obligation au porteur, registre, ma véritable fortune. Pas les avoirs qu'Andrew croyait avoir saisis, mais les 400 millions de dollars que George et moi avions mis à l'abri depuis des décennies, répartis dans des comptes écrans et des investissements inaccessibles à tous, sauf à moi. « C'est tout, » dit Lucien calmement. « Presque tout, » répondis-je. Je sortis de mon sac une boucle d'oreille en jade. Sa jumelle se trouvait toujours dans un coffre de preuves fédéral. Celle-ci contenait encore son secret. Avec un outil en argent, je pressai une rainure cachée. Un déclic doux. Une puce plus petite qu'un grain de riz glissa dans ma paume. « L'œil du corbeau », murmura Lucien. « Le dernier rempart de Georges. Et notre ultime arme. » Ima Jigen se tenait à l'écart, bras croisés. « Vous êtes sûr que c'est sans danger ?»« Rien n'est jamais sûr, répondis-je. Seulement calculé. » Nous entrâmes dans la salle forte, froide, vibrante, éternelle. Un scanner biométrique lut la paume de ma main. Une voix s'éleva, phrase d'autorisation. Je répondis sans hésiter. La vérité ne périt jamais. Une porte s'ouvrit. À l'intérieur, un seul terminal noir. Aucun logo, aucun clavier, juste un port discret prêt à recevoir la puce. Je l'insérai, l'écran s'illumina. Bienvenue, Dorothea Margaret Whitmore. Protocole Raven. Prêt pour vérification des paramètres. Authentification double en attente. Maintenant, dis-je, nous l'attendons. Zacharie ne viendra pas ici, fit remarquer Ima Jigen. Il n'en a pas besoin. Elle incline légèrement la tête. Regardez. De l'autre côté de l'océan, à Boston, mon fils fit irruption dans le siège social de Whitmore Technologies. Je vis tout sur un flux privé, un cadeau de Thomas Whitfield, le PDG intérimaire. Zacharie contourna la sécurité par les anciens tunnels techniques, entra dans la salle des serveurs principaux et verrouilla la porte. Son objectif, forcer l'activation depuis son côté. Il pensait que je céderais. Il ignorait que j'avais réécrit les règles. Le téléphone de Luciane vibra. Il me le tendit. La voix de Zacharie claqua depuis le haut-parleur. « Tu as disparu ? Pas de cérémonie, pas d'hôtel, aucun vol prévu pour ton retour. Où es-tu, maman ?» Je souris. « Là où tu ne peux pas m'atteindre. Mais tu le sais déjà, n'est-ce pas ? J'ai le protocole, j'ai accès. » « Tu as accès à une illusion. Raven a été modifié. » Il hésita. « Tu bluffes. »« Vraiment ?» Luciane hocha la tête. « Vas-y. » Je me tournai vers la caméra dans la salle forte
et activer le canal sécurisé de la salle du conseil. 4 fenêtres s'ouvrirent. Juge Eleanor, à Boston Regina Moss, avocate générale Thomas Whitfield. Et enfin, Zacharie, les yeux fous, les lèvres crispées. « Bonsoir, dis-je avec calme. Nous avons une crise à résoudre. » Regina se pencha en avant. « Zacharie, où es-tu ? » « En train de protéger cette entreprise, » répondit-il d'un ton raide. Thomas éclata d'un rire sec. « En vendant notre infrastructure de Zurich à un mercenaire technologique russe ?» Eleanor leva un document. Victor Kranov s'est vu refuser l'accès aux licences de cryptage aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale. Et pourtant, votre fils a lancé une vente en secret. La voix de Zacharie se durcit. Cette vente est légale, signée par Margaret elle-même. Sous la contrainte, rectifiai-je, et par tromperie. Regina plissa les yeux, ce qui signifie qu'elle peut être annulée. Le visage de Zacharie se crispa. « Vous êtes tous fous. Elle est sénile. » Je haussai un sourcil. « Si je suis sénile, alors comment ai-je réussi à reprogrammer un protocole à verrouillage quantique ?» Le silence s'épaissit. Zacharie me fixa. Puis il tenta sa dernière carte. Lancement du protocole Raven. Requête de dépassement, canal secondaire, nœud Boston. L'écran dans la salle forte clignota. Accès distant détecté. Activation dans 60, 59, 58. Je me tournai vers Imagigen. Pouvons-nous interrompre son côté ? Trop tard, dit-elle. Lui seul peut maintenant stopper la procédure. Je pris une inspiration profonde. Zacharie, écoute-moi bien. Raven ne transfère plus le contrôle. Il efface chaque système Blackwood. À l'échelle mondiale. Tu vas tout détruire. Clients, contrats, infrastructures, tout va disparaître. Tu bluffes. Tu prends un pari. J'ai construit cette entreprise. Tu l'as héritée. Le compte à rebours continua. 40, 39, 38. Je n'ai jamais voulu que cela se termine ainsi, dis-je sincèrement. Il ricana, amer. Tu crois que tu gagnes ? Tu perds tout aussi. Non, mon fils, je ne perds que ce que je choisis de perdre. 15, 14, 13. Puis, silence. Requête de dépassement, interrompue par l'utilisateur Zacharie Whitmore. L'écran se figea. Un souffle profond parcourut la pièce. Sur le flux de Boston, Zacharie était assis dans la salle des serveurs, les épaules tremblantes, les poings crispés. « Tu gagnes, » murmura-t-il. « Je n'ai jamais voulu gagner, » chuchotai-je. « Je voulais être ta mère, pas ton adversaire. » Il ne répondit pas, mais quelque part, derrière ses yeux rougis, je vis l'enfant qu'il avait été. Juste l'espace d'un instant. Puis l'écran devint noir. Imagigen expira. Luciane posa une main sur mon épaule. « Vous l'avez fait ?» ?»« Non, dis-je. »« Nous l'avons fait. » La victoire en Suisse n'était pas la fin. Ce n'était que la première brèche dans le mur. Quand je suis retourné dans ma suite ce soir-là, l'adrénaline avait commencé à retomber, laissant place à une douleur sourde que je n'arrivais pas à nommer. Je me suis assise près des grandes fenêtres surplombant le lac Léman, observant l'eau briller sous la lumière de la lune comme une mémoire d'argent. Imagigen arpentait la pièce, le téléphone à l'oreille, parlant par phrases brèves, coordonnant l'arrestation de Zacharie, confirmant les transferts de données, gelant les actifs internationaux. Luciane m'apporta du thé. Jasper disait toujours que vous pourriez résister à un tremblement de terre si vous plantiez vos pieds correctement, murmura-t-il. Je ne crains pas les secousses, Lucien, répondis-je. Ce sont les répliques qui m'inquiètent. 1 heure plus tard, Imagigen baissa son téléphone et traversa la pièce. Interpol là. Votre fils est en garde à vue à Boston. Cybercriminalité, complot, fraude d'entreprise. Il tentait d'effacer les journaux serveurs quand ils sont intervenus. Je hochai la tête. Ce n'était pas du soulagement que je ressentais, c'était de l'inéluctable. Elle hésita. Il y a autre chose. Je levai les yeux.
Votre belle-fille, Mélissa, elle a appelé. Elle a dit que Zacharie lui avait murmuré quelque chose d'étrange avant son arrestation. Il a dit « Si elle a accès au secret, moi aussi. Je ne suis pas le seul à avoir les clés en Suisse. » Lucien se figea. « Le système de secours de Georges, » dit-il gravement. Raven n'était pas le seul. Je me tournai lentement. Les archives Célestine. Il acquiesça. Une capsule personnelle de tout, finances, correspondances, journaux médicaux, enterrés dans un cluster offshore. Et tu ne me l'as jamais dit? Il n'en a parlé à personne, Théa, sauf peut-être à toi. Nous sommes retournés à Bon Helvétique privé cette nuit-là, au-delà des coffres principaux, plus profondément qu'avant. Un autre scan biométrique, un autre terminal, éteint depuis des années. L'écran s'illumina. Bienvenue, Margaret Whitmore, archive. Célestine, mode d'accès d'urgence. Dernière tentative non autorisée il y a 48 heures. Origine, terminal de Boston. 3 essais échoués. Verrouillage activé. Quelqu'un avait essayé d'y accéder, récemment. Connexion sécurisée. Ordonnai-je. Protocole de dépassement requis. Fournir une relique d'autorisation. Je sortis la deuxième boucle d'oreille en jade, celle que Georges m'avait offerte la nuit de notre tout premier contrat, à 50 millions. Je l'avais toujours portée pour me porter chance, sans savoir qu'elle contenait une clé. Un scanner lut la puce à l'intérieur. Dépassement accepté. Accès accordé. Le téléchargement commença. 147 téraoctets. Email, contrat, plan, backup, serveur, journaux manuscrits numérisés et cryptés et un dossier en rouge, Jasper, médical, final 2019. Ma main trembla en l'ouvrant. Une lettre scannée, l'écriture de Georges. À n'ouvrir que si les soupçons deviennent indéniables. J'ai remarqué des changements dans mes médicaments. Dosage altéré, pilules échangées. Dr Klein a confirmé une contamination. Pas une erreur, une manipulation. J'ai réduit la source à une seule personne. Andrew. Je n'ai pas la force de l'affronter, mais j'ai commencé à enregistrer. Emma Guiguen se pencha par-dessus mon épaule. C'est accablant. Oui, chuchotai-je. Mais ce n'est pas suffisant. Puis, un fichier vidéo. Jasper, Study, Cam, 6, .mkv. Je cliquai. Georges apparut à l'écran, affaibli mais lucide. L'angle montrait la pièce, la porte, l'armoire à médicaments. Date 14 mars 2019, 2h04 du matin. Andrew entra discrètement, ouvrit l'armoire, remplaça quelques pilules. Puis, il ressortit. La voix faible de Georges. Je ne sais pas si cela va me tuer, mais si c'est le cas, Théa mérite de le savoir, et la justice aussi. Je refermai le fichier. Mes mains étaient stables. Mon cœur, lui, battait comme un tambour de guerre. Emma Guiguen me regarda. C'est une tentative de meurtre. Avec sa condition cardiaque, cela suffit pour de nouvelles charges. Je me levai. Alors déposez-les. Eleanor vola jusqu'à Genève dès le lendemain matin. Le procureur fédéral arriva le soir. Les preuves furent vérifiées, archivées, sécurisées. L'accord de plaidoyer de Zacharie fut annulé. Nouvelles accusations. Meurtre au 1er degré. Mise en danger préméditée. Altération de traitement médical ayant entraîné la mort. Peine proposée, prison à vie sans libération conditionnelle. Ils m'ont permis de lui parler une dernière fois, à sa demande. Une salle du tribunal de Boston, chaise simple, table nue, aucun témoin. Il ressemblait à une ombre de lui-même. « Pourquoi ?» demandai-je doucement. « Tu allais m'écarter, » dit-il amèrement. Papa l'a su. Il disait que j'étais imprudent, inapte. Il voulait restructurer la fiducie. Il avait raison. J'avais juste besoin de temps. Alors tu as empoisonné ton propre père ? Il détourna le regard. Je ne voulais pas le tuer, juste accélérer l'inévitable. Je me levai. Tu as tué l'homme qui t'a tout donné. Tu as tenté de détruire l'entreprise qu'il a bâtie. Et tu as menti à la seule personne qui ne t'a jamais abandonné. Il leva les yeux, des larmes aux paupières. Tu es venu pour me pardonner ? Non, dis-je. Je suis venu pour te survivre.
Je n'ai accordé aucune interview, aucune déclaration publique. Mais j'ai écrit une seule chose, une lettre, pour mes petits-enfants. Manoir de Ravenhurst était redevenu silencieux. Les journalistes avaient plié bagages. Le conseil d'administration avait voté. La justice avait tranché. Zacharie était parti. La maison ne résonnait plus des colères de sa voix, ni des pas précipités de Mélissa tentant de l'apaiser. L'air s'était figé, comme le souffle juste avant que le rideau ne tombe. Et moi? Je restais. Ni triomphante, ni brisée, juste, debout. Un matin doré d'octobre, je me tins devant le mausolée de Georges à Genève. Le marbre était toujours aussi lisse, aussi froid. L'inscription qu'il avait choisie brillait encore sous le soleil. Veritas numquam peri. La vérité ne périt jamais. Je déposai une rose blanche à la base. Eh bien, mon amour, murmurai-je, c'est terminé. Je lui racontai tout. Les fichiers, la vidéo, le procès, le silence dans les yeux de Zacharie quand il entendit le mot perpétuité. Je me demande, soufflai-je, si tu aurais fait les choses autrement, si tu aurais affronté notre fils en face, ou si, au fond, tu savais que ce serait à moi de le faire. Aucune réponse, bien sûr, rien que la lumière filtrant à travers le vitrail, rien que le silence et le soleil. En rentrant, Phoebe et les enfants étaient dans le jardin. Sophia, 5 ans, l'âme libre, poursuivait des papillons dans sa salopette rouge en velours côtelé. Marcus, assis en tailleur sur l'herbe, construisait quelque chose avec des brindilles et du gravier. « Mamie !» cria Sophia, courant vers mes bras. Elle sentait le lilas et une enfance encore intacte. « J'ai attrapé un papillon pour toi, » annonça-t-elle fièrement. « Vraiment ?» Elle tendit ses mains en coupe. Je me penchai. Il n'y avait rien, bien sûr, mais je fis une inspiration émerveillée. « Elle est magnifique, » chuchotai-je, « et très courageuse. » Ce soir-là, une fois la maison endormie, je retournai dans mon bureau. Le feu crépitait. Le même bureau que Georges avait construit de ses mains reposait sous la lampe ambrée. J'ouvris un tiroir et en sortit une enveloppe scellée. Ce n'était ni des contrats ni des mots de passe. C'était une lettre. À mes petits-enfants, Sophia, Marcus et tous ceux qui viendront après vous, vous êtes nés dans un nom que les gens murmurent et vénèrent, un nom gravé sur des gratte-ciel, des serveurs et des signatures qui façonnent le monde. Mais les noms ne sont pas des héritages, les choix le sont. Notre famille a connu la grandeur et l'échec. Nous avons bâti des empires et parfois nous nous sommes égarés. Vous entendrez des histoires sur votre père, sur moi. Certaines seront vraies, d'autres des demi-vérités amplifiées par les ragots et d'autres encore des mensonges façonnés par ceux qui confondent richesse et valeur. Alors, laissez-moi vous offrir quelque chose qu'ils ne pourront jamais tordre, la vérité. Votre grand-père, George Whitmore, était un homme brillant. Il croyait en la logique, l'honneur et en la construction de choses durables. Mais plus que tout, il croyait en la responsabilité. Votre père, Andrew, était autrefois un petit garçon qui voulait construire des fusées et sauver les forêts. Mais quelque part, il a décidé que le monde lui était dû. Et c'est une pensée dangereuse, mes amours. L'illusion du mérite automatique peut pourrir un génie plus vite que l'échec ne le fera jamais. Quant à moi, je ne suis pas parfaite. J'ai été impitoyable quand il le fallait, bienveillante quand je le pouvais, et silencieuse trop souvent quand j'aurais dû parler. Mais je n'ai jamais cessé d'espérer le mieux. Pas pour moi, pour vous. Vous hériterez de richesses. Mais ce que je veux vraiment vous léguer, c'est ceci. Ne confondez jamais silence et faiblesse. Votre grand-mère a laissé le monde croire qu'elle avait perdu l'esprit, juste pour gagner du temps, afin d'exposer un mensonge. On vous sous-estimera. Laissez-les faire. Le pouvoir ne vaut rien sans but. Nous avons construit des technologies pour protéger. Quand ce but s'est estompé, notre humanité aussi. Utilisez vos dons pour créer, pas seulement pour posséder. La famille se mérite, elle ne se réclame pas. Ceux qui portent votre nom ne seront pas toujours vos alliés. Ceux qui restent quand tout s'écroule, gardez-les près de vous. Protégez votre paix comme un coffre-fort. L'argent peut être regagné. Le temps et la confiance, non. Si un jour vous vous retrouvez seul,
Tenez-vous droit quand même. J'ai affronté une salle pleine d'hommes qui me croyaient fini. Cette même semaine, j'ai reprogrammé un protocole capable de faire tomber un empire. Portez vos années, vos cicatrices, votre savoir comme une armure, et avancez, toujours. Un jour, vous lirez ceci, et vous vous demanderez si tout cela en valait la peine. Tous ces combats, tous ces silences, tous ces sacrifices. La réponse est oui, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise est propre, le nom est redressé, et l'héritage est désormais votre choix, et vous êtes encore libre de devenir ce que vous souhaitez être, avec tout mon amour, grand-mère Margaret.